Bonjour à tous. Merci à vous tous d'être ici du coup, pour cette première journée du FIC et du coup d'assister à notre première conférence à notre stand. Du coup aujourd'hui on va vous parler du coup ce matin de ce qu'est un Red Team et des outils qu'on utilise pour ces attaques de type Red Team. Donc tout d'abord qui je suis. Donc je suis pentester de chez SSL 24/7. Je suis cofondateur et speaker à la DevCon Group de Lille et je suis beaucoup amusé par tout ce qui est social engineering et intrusion physique. Du coup, tout d'abord, je pense que vous connaissez déjà tous ce que c'est un pentest. Donc, quelle est la différence entre un pentest et un Red Team? Un pentest va être en fait des tests de vulnérabilité sur un périmètre donné qui nous est donné la plupart du temps par le client. Par exemple, quand il veut tester par exemple soit son site applicatif, son périmètre externe ou son périmètre interne. Un Red Team, lui, va être en fait, on va faire d'abord nous une phase de recherche et en fait on va aller cibler ce qui nous semble le plus vulnérable au niveau du réseau du client. C'est-à-dire que ça peut être très bien une porte ouverte en local dans un bâtiment physique ou bien un site en externe qui est vulnérable à des injections de code et qui n'aurait pas été donné lors d'une phase de pentest. Un pentest va durer en moyenne entre une semaine voire 2 semaines si le scope est très large. Un Red Team va durer pratiquement plus d'1 mois. On se laisse vraiment le temps en fait de récupérer le plus d'informations possible sur la société, de comprendre comment cette société fonctionne, d'aller sur site, voir s'il n'y a pas des vulnérabilités physiques, s'il n'est pas possible de rentrer, de suivre quelqu'un dans les bâtiments, de voir si leurs locaux, il est possible en fait directement d'aller se connecter au niveau physique, donc au niveau de nos ordinateurs directement dans les locaux de la société sans être vu. Et en fait vraiment de cibler le point faible de la société sans se faire remarquer. Lors d'un test de pénétration, un pentest, la plupart des équipes de sécurité sont au courant de ce qui se passe en fait dans leurs locaux. Lors d'un Red Team, la plupart du temps, seul le DSI, en fait, la personne qui achète ce test est au courant. En fait, c'est aussi pour tester, en fait, voir s'il y a une sensibilisation au niveau des employés, si en fait ils détectent une intrusion par eux-mêmes et en fait qui pourraient remonter déjà à leurs équipes Blue Team ou à leur SOC. En fait, qu'il y a eu des choses qui se sont passées sur leurs ordinateurs, sur leur réseau, s'ils ont vu des choses d'anormales se passer en fait. Et en fait, du coup, le Red Team va être Pour faire un Red Team, on ne fait pas d'abord un Red Team en fait. Il faut déjà avoir fait plusieurs tests de pénétration. En fait, avoir déjà fait au moins un test de pénétration sur ses tests applicatifs, sur son test interne, sur tout ce qui va être externe en fait. Pour en fait éviter de faire un Red Team, de prendre un mois de charge de travail et en fait se rendre compte qu'on est vulnérable de partout. En fait, ça va être vraiment une seconde approche en fait, pour une entreprise qui est déjà mature en termes de sécurité, qui aura déjà fait vraiment plusieurs pentests sur plusieurs années, qui en fait on ne retrouve plus forcément de vulnérabilité critique lors de ces pentests, pour être amené maintenant à faire un Red Team en fait, qui va pouvoir montrer en fait qu'il y a toujours des vulnérabilités, mais qu'on n'aurait pas pu identifier lors de ces pentests. Donc voilà les différents scénarios qu'on peut utiliser lors d'un Red Team. Donc par exemple, en fait, on va partir d'Internet, on va essayer en fait, de trouver de l'information publique, donc c'est-à-dire par des bases de mots de passe qui ont été publiées, par des informations même type LinkedIn, où on pourrait en fait un employé qui aurait donné un peu d'informations sur les types de logiciels utilisés par la société, ou même voir comment la société fonctionne en tant que telle, voir si elle donne des vidéos par exemple sur son réseau interne, si on voit elle fait des vidéos de par exemple, comment dans son entreprise il est possible de rentrer.
Donc ça va être vraiment notre première phase, ça va être vraiment en fait d'essayer de retrouver le plus d'informations sur la société. On va essayer après dans une seconde phase en fait de voir s'il était possible depuis l'extérieur de rentrer par exemple sur le réseau de par exemple la DMZ. La plupart des sociétés maintenant pour tout ce qui va être leur site web sont dans une DMZ. Voir s'il n'est pas possible en fait de trouver des vulnérabilités dans cette DMZ et par la suite rebondir de leur DMZ sur leur réseau interne. On peut aussi par exemple faire en place tout ce qui va être phishing. Donc on va faire du spear phishing. Donc c'est quand on va envoyer des mails de phishing très ciblés envers quelques personnes de la société qui vont avoir par exemple dedans un logiciel malveillant qui va nous permettre en fait par la suite de récupérer soit un accès, soit même des mots de passe d'accès à certains outils qu'ils utilisent depuis l'extérieur. On peut aussi par exemple faire du vol de poste, ça sera des choses qu'on pourrait faire. Donc on va suivre des employés à la sortie de leur travail par exemple et on va essayer de voir s'il n'y aurait pas dans un bar ou n'importe, s'il n'est pas possible en fait à un moment donné de récupérer des informations telles qu'un badge ou un poste de travail. On peut aussi s'attaquer du coup aux succursales. Donc si l'entreprise a accès à la sécurité physique et de son réseau interne sur sa maison mère, mais qu'elle travaille avec des sociétés tierces qui ont un accès à leur réseau interne, mais qui eux ne sont pas sécurisés, on va axer notre attaque du coup sur ces succursales. On peut aussi du coup faire de l'attaque Wi-Fi, donc voir si même si leur réseau interne est très sécurisé, que par exemple leur Wi-Fi utilise des protocoles qui ne sont plus sécurisés aujourd'hui, passer par ces protocoles pour rentrer et avoir du coup aussi un accès sur leur réseau interne. Par de l'intrusion physique aussi, donc là ça sera vraiment ce que je disais tout à l'heure, essayer de rentrer après quelqu'un ou même en utilisant des outils de lockpicking pour essayer en fait d'aller crocheter une serrure et essayer de rentrer et mettre un implant dans les locaux. Donc voilà, c'est vraiment des scénarios qui vont être vraiment personnalisés en fonction vraiment de l'entreprise, des informations qu'on a recueillies sur cette entreprise, des locaux, comment ces locaux sont structurés. On va essayer vraiment de faire quelque chose de personnalisé qui sera complètement différent d'un pentest où là on aura un scope donné et en fait on va vraiment partir de ce scope pour essayer de trouver le plus grand nombre de vulnérabilités critiques. En gros, du coup, un Red Team, ça ressemble beaucoup à ce que font les APT, donc les grands groupes de pirates qui font des attaques très ciblées sur des entreprises. On va partir du même mode opératoire. Donc c'est vraiment la collecte d'informations, trouver notre point d'entrée. Après, essayer, une fois qu'on a notre point d'entrée, mettre un implant sur ce point, avoir un accès vraiment persistant sur ce point, trouver de la donnée, rebondir sur des machines sur le réseau, collecter un maximum d'informations et faire une exfiltration de données. Essayer de trouver un moyen pour nous de récupérer l'information, tout ça sans en fait être repéré par les équipes de SOC ou Blue Team de l'entreprise. Donc voilà, donc là je vais vous montrer un peu en fait les outils qu'on utilise nous pour les différentes phases que je viens d'énumérer. Donc pour la phase de Zint, on va commencer en fait par tout ce qui va être social. Donc en fait ça va être tout ce qui va être Facebook, LinkedIn, ça va être Instagram, Twitter. En fait essayer de récupérer des informations sur vraiment les employés, vraiment leur centre d'intérêt, voir si on a aussi des informations sur l'entreprise, s'il n'y a pas des leaks ou si par exemple sur LinkedIn ils ne donnent pas beaucoup d'informations sur les technologies utilisées. Une fois qu'on a toutes ces informations, on va essayer de cibler des personnes dans l'entreprise qui vont être plus amenés à facilement revenir vers nous, à nous parler. Par exemple, on sait que c'est une personne qui fait beaucoup de conférences sur des sujets, être amené à étudier ce sujet pour aller parler à cette personne et vraiment en fait, venir dans son centre d'intérêt pour par la suite en fait, potentiellement qu'elle nous donne plus facilement des informations sur sa société. On va aussi du coup faire de la collecte d'informations, donc il y a sur des sites comme société.com ou Verif, qui vont en fait nous permettre de voir déjà des informations aussi sur la société, pour pas qu'on arrive en fait, comme ça on arrivera en fait dans la société parler à les employés en connaissant déjà quelques activités de l'entreprise. On peut aussi se servir en fait de Google. Donc Google propose en fait de chercher par exemple des fichiers. Donc là c'était pour par exemple une autre conférence, on avait pu trouver des fichiers par exemple PDF associés à une autre conférence sur Paris. On peut très bien en fait
C'est-à-dire que des fois, on peut trouver facilement des fichiers. On a déjà trouvé des fichiers confidentiels juste en faisant une recherche de PDF sur Internet, en cherchant PDF et confidentiel et le nom de la société. On va aussi du coup essayer de faire tout ce qui va être les services de Google, donc en fait ce qui va être YouTube pour les vidéos, comme je le parlais, et tout ce qui va être Google Maps en fait pour essayer de faire une cartographie de l'entreprise, voir s'il n'y a pas des accès, des portes qui mènent à l'extérieur, qui sont par exemple des fois même on peut le voir ouvert sur Google Street Map, on va voir qu'il y a des portes qui sont tout le temps laissées ouvertes. Sinon on peut voir déjà s'il y a des caméras aussi, on peut essayer de déterminer s'il y a des caméras et quel type de sécurité ils mettent en place à l'entrée de leurs locaux. Si c'est une porte à bâton qui s'ouvre juste quand une personne arrive devant, ou si c'est un tourniquet par badge, ça c'est des choses qu'on arrive déjà à repérer en fait par des vidéos YouTube de la société ou par en fait tout ce qui va être Google Street Map et Google View. Et du coup les leaks qui en fait sont du coup des bases de mots de passe qui ont été publiées par des attaquants et qui vont en fait nous permettre de requêter dans ces bases de mots de passe, voir s'il n'y a pas des mots de passe déjà d'employés de la société qui sont présents et qui pourraient déjà nous permettre par exemple de se connecter à un Outlook en ligne ou à des services de remote desktop qui sont accessibles en ligne. Du coup, une fois qu'on a récupéré un maximum d'informations sur la société, en fait, notre but, ça sera d'avoir un point d'accès, d'avoir vraiment l'accès initial qui va nous permettre de rentrer dans le réseau. Ça peut se passer du coup par une phase externe, comme je l'expliquais. Donc là, on va chercher en fait tous les sous-domaines. En fait, tous les sous-domaines, ça revient un peu à faire de l'OSINT aussi. Là, ça sera vraiment chercher tous les sous-domaines associés à la société. Donc vraiment essayer de cartographier le plus d'informations sur le réseau externe de la société pour en fait trouver les faiblesses de sécurité sur ces sous-domaines. Par exemple, vous attaquer leur site principal ne servira à rien la plupart du temps parce que c'est là où ils vont mettre le plus de sécurité en place. Par contre, des fois, ils peuvent laisser en place des sous-domaines de test ou qui sont aussi connectés du coup sur leur DMZ et qui ont peut-être une vulnérabilité. Donc ça sera vraiment en fait de trouver plus finement le site qui nous semble le plus judicieux à attaquer. Et du coup, en fait, ça sera en fait de passer de la DMZ au réseau interne. Tout ça en fait en étant dans une manière où on ne doit pas se faire repérer. Donc on ne va pas essayer d'utiliser d'outils de scan, on ne va pas faire des gros scans, on ne va pas essayer de faire des attaques connues comme tout ce qui va être SQL injection, on ne va pas utiliser des outils automatisés. On va vraiment faire ça finement pour essayer de faire le moins de requêtes possible pour éviter d'éveiller les soupçons auprès des équipes d'analyse de la société. Si en fait si on ne trouve pas vraiment d'informations qui nous permettraient en fait d'avoir un point d'accès par le réseau externe, on peut passer par la phase de phishing. Donc en fait on a deux méthodes de phishing. On a le waterhauling. Donc le waterhauling, ça sera en fait du coup on utilise GoFish, qui est une plateforme qui va nous permettre en fait de générer des campagnes de mail. Où en fait on va par exemple créer une fausse page Outlook. Et on va envoyer une page de connexion Outlook aux employés pour leur dire qu'on a changé, on a migré par exemple leur Outlook, ils sont passés à un nouveau système de messagerie et ils ont par exemple jusqu'au soir pour valider leur ancien mot de passe pour pas que leur compte soit par exemple bloqué. Et donc ça marche très bien. Et du coup comme ça on peut récupérer par exemple des comptes mail d'employés et après du coup aller directement se connecter et peut-être retrouver des mots de passe qui ont été partagés dans des mails. On peut aussi du coup utiliser du spear phishing. Le spear phishing est beaucoup utilisé par les APT, non par les gros groupes d'attaquants. Et du coup là ça sera plus ciblé, c'est qu'on va par exemple viser le DAF, le DSI, des personnes qui ont un impact important dans la société. Et on va leur envoyer par exemple un mail contenant en fait un fichier exe. Et si cette personne l'exécute, on va récupérer un accès directement à sa machine. Il y a beaucoup d'APT en fait qui utilisent différents types de scénarios. Donc que ça soit en fait d'un faux site qui va leur faire télécharger une application ou un zip contenant un fichier par exemple JavaScript, ce qu'on a vu il y a 3 semaines sur une réponse incident.
des liens malicieux qui vont en fait leur emmener sur des faux sites de la société pour rentrer leur mot de passe. Et par exemple des fichiers, de connexion qui vont en fait leur permettre de récupérer leur login et mot de passe, par exemple du domaine. Nous, on évite d'utiliser cette phase dans un premier temps, de phase de phishing, parce qu'on sait que beaucoup de gens sont sensibilisés maintenant au phishing. Et donc on va plutôt passer directement à la phase d'accès physique, qui est encore un peu moins sensibilisé, qui a un peu moins de sensibilisation auprès des entreprises sur l'accès d'une personne à sa société. Et du coup, on a plusieurs méthodes. Soit premièrement, en fait, on va passer par ce qui va être Wi-Fi et Bluetooth, donc en fait, ce qui va nous éviter en fait de se faire voir directement dans la société. Donc c'est qu'on va se positionner à côté, par exemple, à côté de leurs locaux, et on va essayer de leur faire des attaques Wi-Fi. Donc cette antenne par exemple peut capter jusqu'à 1 km les bornes Wi-Fi de la société. Donc on ne sera même pas obligé d'aller se coller à l'entreprise pour faire nos attaques. On se met sur un parking à 500 mètres avec cette antenne et on peut commencer à faire nos attaques Wi-Fi. On peut aussi du coup avec ce type d'outil, je vais vous faire une démo tout de suite, en fait faire des attaques directement sur les souris sans fil. Donc là ce type de souris est injectable. En fait, il est possible d'exécuter des commandes directement sur un PC, comme si en fait on était un clavier. Il est où? Hop. Alors attendez. Hop. Il est où Bon, je vous la ferai après parce que son PC est éteint. Du coup, si au niveau Wi-Fi ou au niveau Wi-Fi ou Bluetooth, on trouve pas de point d'entrée, en fait, on va passer à la partie intrusion physique pure, où là, en fait, on va essayer soit, en fait, dans un premier temps, essayer de rentrer par une porte ouverte ou suivre un employé. Donc, on a plusieurs méthodes. Soit on arrive avec les mains encombrées et on suit quelqu'un, cette personne va nous laisser la porte ouverte pour en fait être gentil envers nous, et en fait nous laisser rentrer plus facilement. Ou si on ne trouve pas vraiment de système pour rentrer, essayer de crocheter une serrure et chercher une serrure, par exemple une porte d'accès par derrière qui va nous permettre en fait de facilement pouvoir être crocheté sans être vu et pouvoir rentrer directement dans les locaux. Pour ceux qui veulent, je referai la démo. Du coup, à la fin, je vais essayer d'aller le voir et je vous montrerai la démo. Du coup, une fois qu'on est rentré, on va faire une phase de social engineering. Donc, c'est-à-dire que la plupart du temps, on arrive soit avec une antenne Wi-Fi ou avec des lettres comme quoi on vient changer par exemple une imprimante. Pour en fait qu'on soit légitimement dans la société. Si quelqu'un vient nous voir, on pourra lui montrer une fausse facture ou lui montrer des faux badges, par exemple de sociétés qui travaillent avec l'entreprise, pour leur dire on est les prestataires, on vient en fait par exemple changer un routeur, on vient changer une imprimante ou on vient faire un audit Wi-Fi, il y a des perditions Wi-Fi, c'est ce qu'on fait la plupart du temps. Et en fait, comme c'est un aspect assez technique, la plupart des gens en fait nous laissent faire. Et en fait, ne vont pas en fait nous ramener à l'accueil. Ils vont en fait nous laisser faire une activité technique. En fait, une fois du coup, quand on est à l'intérieur des locaux, on a des implants. Cet outil en fait est un LAN Turtle. Dedans, il y a un reverse VPN qui va par exemple se connecter sur un de nos serveurs VPN. Une fois qu'on le branche sur le réseau interne, ça va faire une connexion sur notre serveur et du coup on a la main, on a un accès en fait directement à un implant sur le réseau interne. On peut après directement communiquer sur le réseau interne et faire des actions comme si on était en interne. Celui-ci contient du coup un petit ordinateur avec un VPN. Celui-ci c'est un normal, donc il y a très peu de modifications entre les deux. On pourrait très bien croire que celui-ci est légitime.
On a aussi du coup un NUC qu'on a configuré en fait pour brancher sur le réseau interne. Il crée un hotspot Wi-Fi. Et en fait, du coup, après, on peut depuis l'extérieur se connecter sur ce réseau Wi-Fi. Et on a aussi du coup la main sur. On a une patte réseau sur le réseau interne. On a aussi du coup un rubber ducky. Donc en fait, c'est une sorte de clé USB. En fait, quand on la branche sur un ordinateur, ça va exécuter des commandes comme si on était sur un clavier. Donc là, par exemple, si je la branche, donc en fait là vous prenez le temps et là en quelques secondes, par exemple, là j'ai pu faire une action sur le poste Windows et aller par exemple à afficher. Là je vais sur internet et je fais afficher une page d'un navigateur, et je pourrais très bien en fait faire un reverse shell qui m'emmène sur un de mes serveurs à distance, ou même faire de l'exfiltration de données directement. Je la branche, ça va aller chercher les mots de passe en mémoire, les remettre sur la clé USB, et après j'ai juste à débrancher la clé USB, je pars avec la clé USB, j'ai les données de connexion sur cette clé. Une fois qu'on a vraiment un implant, on peut aussi utiliser par exemple les outils par exemple que la NSA, les plus connus sont ceux de la NSA qui ont été publiés en fait il y a maintenant en 2017. Et la plus connue c'est Eternal Blue, en fait, qui vont nous permettre de récupérer un accès en administrateur sur une machine si celle-ci est vulnérable. Il y a plusieurs ces vulnérabilités en fait nous permettent de récupérer un accès. Ils sont sur plusieurs services, donc on a le SMB, le RDP. Ça va jusqu'à peu près aux machines de Windows 2008 qui sont vulnérables. Et donc si on voit des machines vulnérables sur le réseau, on peut en fait les infecter et rebondir sur une de ces machines et remettre par exemple un autre implant qui nous permettra en fait d'avoir, au cas où notre premier implant se fasse dégager, en fait avoir encore un accès sur le réseau interne. Voilà, en fait, ça sera la persistance. Pour la persistance, on utilise du coup deux outils surtout. On va utiliser tout ce qui va être Empire, donc pour faire de la persistance via PowerShell et Python. Donc là, en fait, ça sera une fois qu'on a la main sur une machine, lui faire exécuter en fait du PowerShell qui va nous permettre en fait de laisser un implant si l'une de nos machines se fait détecter. On aura en fait réussi à injecter un implant sur une autre machine et donc avoir toujours la main. Et du coup après, sinon au niveau système, donc ça sera en fait en mettant en place un fichier, un folder au démarrage, donc un dossier de démarreur. C'est-à-dire qu'en fait quand la personne va démarrer, ça va exécuter les choses qui sont dans ce dossier, ou par des clés de registre, ou en gros des clés de registre seront lancées au démarrage, qui vont nous permettre de récupérer la main sur notre serveur à distance. Une fois qu'on a la main sur une machine, on va en fait essayer maintenant en fait de récupérer des mots de passe, en fait. Tout ce qui va être les mots de passe, en fait, essayer de récupérer le maximum d'informations, et les premières informations qu'on essaie de récupérer, c'est les mots de passe. En fait, notre but, ça sera quand même d'être administrateur du domaine à la fin, la plupart du temps. Donc là, ça sera en fait d'essayer de récupérer des mots de passe pour après essayer de rebondir de machine en machine et en fait d'atteindre notre but ultime, en fait d'avoir l'administrateur du domaine. Donc là, il y a plusieurs moyens. Donc soit en utilisant la base SAM, donc on peut utiliser Mimikat, qui est connu pour récupérer les mots de passe en mémoire, ou du coup, par exemple, tout ce qui va être SPN. Donc là, ça sera tout ce qui va être lié au Kerberos. On peut aussi du coup récupérer des mots de passe dans tout ce qui va être en fait les fichiers présents sur la machine en local. On retrouve aussi beaucoup de fichiers sur les partages Windows contenant des mots de passe aussi. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre aussi de commencer à faire une liste de mots de passe utilisés en interne. Dans tout ce qui va être software, donc que ça soit Outlook, que ça soit Firefox, là ça sera plus web browser, j'en parle après. Mais tout ce qui va être des logiciels en fait vont garder, par exemple tout ce qui va être FTP, même le service FTP garde en mémoire les mots de passe. Donc ça en fait c'est ce qu'on va récupérer pour après par exemple se connecter à des FTP ou à des Outlook.
Oui, les mails. Et en fait aussi les mots de passe, par exemple Wi-Fi, si c'est par exemple un ordinateur qui a une carte Wi-Fi, on peut aussi récupérer les mots de passe Wi-Fi. Pour tout ce qui va être web browser, par exemple pour Google, Google Chrome, on peut récupérer les mots de passe, bon du coup ils sont chiffrés dans le fichier login data, mais il y a aussi du coup la clé, il y a aussi une clé qui permet le déchiffrement dans ce dossier. Donc en gros avec cette clé et les mots de passe chiffrés, il y a des scripts en fait, qui nous permettent de récupérer les mots de passe en clair. Pour Mozilla, il est pareil aussi avec des outils comme Empire, du coup, de récupérer, d'extraire les mots de passe. Et avec Internet Explorer, il y a Lasagne qui le fait aussi pour récupérer du coup les mots de passe en clair. Du coup, une fois qu'on a en fait récupéré toutes ces informations sur le réseau interne, qu'on a déjà un pied dedans, notre but en fait, ça va être de rebondir sur le plus de machines possible. Donc pour ça, en fait, il y a surtout sur Windows, du coup, sur les parcs Windows. Donc il va être tout ce qui va être lié au SMB. Le SMB nous permet à chaque fois de se bouger latéralement sur le réseau, donc sans forcément prendre de droits élevés supplémentaires, mais au moins d'avoir accès à d'autres machines. Donc là, il va y avoir tout ce qui va être du coup lié au responder, donc ça sera au niveau du LMNR, donc au protocole de partage Windows. En fait, il est possible de récupérer les hash de connexion des utilisateurs lorsqu'ils se connectent à un partage Windows. Avec ce hash, il est possible directement de le rejouer et d'avoir accès du coup à la machine avec les mêmes droits que l'utilisateur s'est connecté. Ou par exemple, même essayer de casser ce hash et de récupérer le mot de passe en clair de la personne de son compte de domaine et donc après d'avoir potentiellement accès à sa machine ou à d'autres machines si elle est administrateur de plusieurs machines. On peut aussi du coup utiliser InPacket, là qui va nous faire on va pouvoir en fait essayer une fois qu'on a récupéré par exemple un hash, de faire du pass de hash NTLM, donc sur directement toutes les machines du réseau pour voir s'il n'y a pas des mots de passe administrateurs locaux qui sont les mêmes sur chaque machine du réseau. On peut aussi du coup utiliser tout ce qui va être Cobalt Strike, c'est un outil en fait qui va nous permettre en fait, par exemple d'une machine de faire par exemple là par exemple c'était pour faire du PowerShell. En fait on faisait directement du PowerShell pour infecter une machine et cette machine infectait directement une autre machine. Donc là en infectant une machine derrière un firewall, on avait accès à 3 machines qui étaient déjà elles connectées. Du coup, une fois qu'on a récupéré la main sur plusieurs machines, qu'on a réussi à avoir par exemple des droits les plus élevés sur le réseau, notre but va être maintenant de faire de la collecte d'informations. Donc là, on a plusieurs données sensibles, donc ça sera tout ce qui va être local, les datas du local system, donc ça sera sur la machine en elle-même. Donc là, on va essayer de récupérer, en fait, là ça dépendra en fait de la société, son cœur de métier. Si c'est une entreprise qui fait du développement, peut-être récupérer son code source. Si c'est par exemple elle fait de la recherche, récupérer ses documents de recherche. Donc ça, ce soit en local ou sur des shares. Après, on peut essayer aussi du coup de récupérer des informations qui sont contenues dans des clés USB connectées aux machines. En fait, une clé USB ou même téléphone, en fait, une fois qu'un ordinateur, on a les droits administrateurs sur un ordinateur, on a aussi accès à la mémoire des devices connectés, que ce soit un téléphone ou une clé USB. De faire des captures d'écran en fait de l'écran des utilisateurs pour voir si on ne peut pas récupérer des informations sensibles, par exemple tout ce qui va être RH ou même des mails sensibles comme ça, ou après directement avoir accès aux mails et voir si on n'a pas des mails sensibles qui transitent. Pour l'exfiltration, il y a plusieurs techniques, hein. Soit on passe par on fait des archives chiffrées, soit on va faire de l'exfiltration en fait vers par exemple du Bluetooth ou en fait même des hotspots Wi-Fi qui nous appartiennent, ou par exemple vers des commandants de contrôle. Donc là c'est un serveur externe où en fait on va envoyer toutes nos informations dessus et il va faire de l'exfiltration par exemple via VPN. Voilà. Si vous voulez, je vais essayer de retrouver la personne à qui appartient ce PC pour le rallumer et vous faire la démo.